Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous écoutez la radio Made in Turkey en cette veille de la journée mondiale de la femme et ce soir nous parlerons de démocratie. Pourquoi des mots tels que démocratie, élection, marché, liberté ne sont-ils pas utilisés dans leur vrai sens ? Quel est leur sens ? Quel a été l'impact de l'économie sur la façon de diriger un peuple ? La révolution de 1789 a-t-elle vraiment aidé à mettre en place une démocratie ? Que dire des autres formes de pouvoir telles que l'oligarchie ou l'aristocratie ? Nous essaierons de répondre à ces questions et bien d'autres. Les vôtres sont bien sûr les bienvenus. Et nous avons comme invité ce soir, c'est Merveille qui va... Ouais, je vais les présenter. Alors nous avons Thomas Delpech qui est président des Jeunes Démocrates et Adrien Ferraud, écrivain et président de l'association Les Ailes Bleues. Vous voulez dire un petit mot avant de commencer ? Bonsoir, c'est pas mal. Oui, bonsoir. On va commencer par... Oui. Sur l'influence de l'économie. Non, on va commencer d'abord par ils vont présenter. Oui, exactement, présentation. Les Ailes Bleues, vas-y, Adrien, peux-tu C'est comme vous voulez. Donc, bonsoir à tous, Adrien Ferraud, président donc, de l'association Les Ailes Bleues. C'est une association qui fait de l'éducation populaire. Alors, c'est un grand mot. On explique simplement aux gens qu'un esprit critique, c'est pas mal. Essayer de comprendre le monde avant de s'y lancer. Et on leur donne des outils, donc c'est très vaste. Ça peut être de la sémantique sur la langue qu'ils emploient ou que les autres emploient pour leur bien ou pas du tout. Et d'autres outils, c'est-à-dire des ressources vidéo, textuelles. On organise aussi des cafés pour se rencontrer comme on fait là à la radio, mais sur certains thèmes que les gens choisissent. Et voilà, donc c'est surtout on met du temps et de l'énergie à la compréhension du monde. Merci. C'est à présent au tour de Thomas Delpech. Vous êtes président des Jeunes Démocrates. Oui, du Rhône. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes l'organisation jeune du mouvement démocrate. Et nous nous réunissons autour d'intérêts politiques. Notre objectif, c'est de participer à la vie politique, de changer la façon dont fonctionne la démocratie. Je suis content d'être là ce soir, puisque un de nos enjeux forts, c'est la transformation de la démocratie et la moralisation de la politique. Alors après avoir dit ça, après avoir fait les publicités, nous passons à notre première partie qui est un constat d'Adrien Ferraud qui dit que les mots ne sont pas utilisés selon leur juste valeur, c'est ça ? C'est très prétentieux de dire que c'est un constat d'Adrien Ferraud, c'est un constat qui est fait par beaucoup de monde. Voilà. Et ce soir, c'est moi qui vais vous bassiner avec ça, effectivement. Mais c'est un constat qui est fait depuis plusieurs décennies, voire plus longtemps. C'est un constat que tout le monde peut faire au quotidien, dans le monde du travail. Généralement, les premiers sursauts de conscience viennent de ce monde du travail-là. Des gens qui étaient employés, qui deviennent collaborateurs, des gens qui avaient des directives et à qui on balance des projets. Ce sont des gens qui se sentent un peu lésés. On leur enlève des mots, on leur en met d'autres, et quand on commence à essayer de se demander pourquoi, est-ce que ces mots-là changent, ça crée des frustrations, ça crée des consciences, et ça crée des conflits. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout une société apaisée, qu'on constate qu'il y a des gens qui expriment cette colère et cette violence au quotidien. Il y a évidemment un fond. Ces gens-là souffrent et leur souffrance est réelle et les actes qui sont commis contre eux sont réels, mais on constate aussi quotidiennement qu'ils n'ont pas les mots pour exprimer leur souffrance. Et quand on leur donne, on s'aperçoit que ce sont les mêmes et que ça exprime deux réalités souvent différentes. Le thème de ce soir, par exemple, c'est démocratie. Quand on prend ce mot-là, tout le monde est capable de dire démocratie, c'est pas compliqué, ça vient du grec démos, kratos, le pouvoir du peuple. Et les gens s'arrêtent là-dessus. Et se disent, ça veut dire que le problème est après. Quand on leur pose la question, mais politiquement, t'as quoi comme pouvoir ? Personne ne répond. Quand les gens disent, on n'a pas de citoyens en France, c'est ça, c'est mon propos. Pour moi, on est des électeurs. Et c'est complètement différent. Je considère que l'électeur est un mode sans échec du citoyen. Cette langue, elle est pensée. C'est une construction. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la lingua quinta respublica, la langue de la 5e République. Ça n'est pas du tout, les gens me disent ce sont les mœurs qui ont évolué, les gens parlent comme ils veulent, arrête de les embêter. C'est plus subtil que ça, c'est plus pernicieux que ça. S'il y a des penseurs
qui modifient les mots exprès, dans un but bien précis, dans un but de pouvoir, parce que tout le monde a envie de pouvoir. C'est pensé depuis un moment. Il y a une vraie volonté derrière. Je voudrais rapidement revenir sur un point. Vous avez dit nos sociétés. En parlant de société, vous parlez de quelle société? Vous parlez de la France? Oui, il faut préciser. Ceux qui connaissent le plus ces travers-là, ce sont les sociétés occidentales, donc Nord-Amérique et Europe. En Afrique, ils ont un autre problème, c'est-à-dire le fait que tout le monde vienne en Afrique et qu'on ne les laisse pas vivre tranquillement. En Chine, il y a d'autres soucis. Voilà, c'est vrai que vous avez raison de préciser. C'est surtout une volonté liée au système financier. Et là où les systèmes financiers sont les plus forts, parce que depuis longtemps ancrés, ça a commencé en Angleterre, ensuite les États-Unis, et c'est revenu en Europe par la suite. Ouais. Vous avez donc différentes notions sur lesquelles vous voulez venir, comme la démocratie, on l'a fait du coup. Il faudrait que Thomas donne son avis. Oui, alors je pense qu'il faut réussir aussi à aller au-delà des mots. Adrien parlait du rôle citoyen, de l'électeur. Mais électeur, dans le mot électeur, il y a l'élection, il y a le choix. Et je pense qu'on doit vraiment se poser la question, quels sont les choix qu'on peut faire aujourd'hui? On est dans une démocratie et dans une république qui fonctionne par délégation de pouvoir, et aujourd'hui effectivement l'électeur a le choix de la personne à qui il va léguer le pouvoir, mais il lègue à la fois le pouvoir exécutif, le pouvoir de faire, et le pouvoir de décider. Et ce de plus en plus fortement, puisque maintenant les élections parlementaires se font dans la foulée de l'élection présidentielle et ne font que valider le choix présidentiel. Donc on n'est plus aujourd'hui que dans un choix de personne, ce qui est une vraie dérive de la démocratie. On est d'accord, déléguer un pouvoir, ça signifie ne plus l'avoir. Alors, la délégation. Donc pendant 5 ans, il n'y a pas de démocratie. La délégation de pouvoir, je pense que c'est une vraie question. Dans le monde de l'entreprise, on a des règles. C'est quelque chose qui existe de manière très répandue. Et une règle de base, c'est pas de délégation de pouvoir sans contrôle et sans lettre de mission. Et aujourd'hui, pour moi, le vrai problème n'est pas qu'il y ait délégation de pouvoir, on pourra revenir dessus, c'est qu'il y a délégation de pouvoir sans contrôle réel et concret, sans mesure, sans objectif mesurable et sans lettre de mission. On accepte une personne sans lui dire précisément ce qu'on veut d'elle. Sans pouvoir toucher au programme non plus, sans avoir de révocation possible s'il fait une énorme erreur, il a l'immunité juridique. On est d'accord, on est très très loin d'une délégation. On donne les clés aveuglément. On est bien d'accord. Ok. On passe à... Comment? Et parce que j'aimerais juste terminer. Donc, on est d'accord, tous les 5 ans, pour vous, on parle du président parce que c'est l'élection qui parle le plus aux gens. Après, c'est vrai que quand on aborde les élections sénatoriales, c'est vachement plus compliqué et on perd un peu du monde. Le président, tout le monde vote, on a chacun une voix. Pour parler des principes de base, c'est plus simple. On est censé choisir parmi certaines personnes, on est d'accord. Comment ces personnes sont candidates? Aujourd'hui, il y a le système des partis, mais n'importe qui peut être candidat avec un certain nombre de parrainages. Il faut obtenir les 500 parrainages. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce sont les maires des communes qui permettent à quelqu'un d'être candidat à l'élection présidentielle. Qui appartiennent à un parti et qui vont suivre la consigne du parti. On a aussi beaucoup de maires sans étiquette, notamment dans le milieu rural. On a une idée des chiffres, des proportions Parce qu'à partir du moment où moi on me dit qu'il va falloir réunir 500 signatures d'élus, mais je sais que énormément d'élus ont une étiquette et vont suivre la consigne du parti, n'importe qui ne peut pas être président. Il y a un mensonge aussi de ce côté-là. Oui, mais on a eu des exemples dans l'actualité récemment qui montrent qu'une personne comme ça du peuple peut sortir et se présenter, non? Avec les élections qui se sont passées en Italie. Le fait que ce soit une élection à 2 tours en France, en Italie, je ne suis pas sûr que ce soit à 2 tours. J'ai un doute là-dessus. C'est différent en Italie. Ouais. Puisque le fait qu'on ait une élection à 2 tours en France, ça divise par définition la France en 2. Et quand on est petit candidat, si on veut arriver au 2e tour, il faut forcément être plus proche de l'un ou de l'autre. Quand il y a 2 gros partis politiques en France, comme c'est le cas actuellement, Thomas Delpech parlait de choix, il n'y en a plus. C'est une illusion de choix. Et encore une fois, je reviens sur mes principes de base. Depuis des centaines d'années, il a été théorisé un système politique dans lequel on vit quotidiennement qui s'appelle l'oligarchie. Par définition, on ne peut pas vivre en même temps en démocratie, en oligarchie. Soit le peuple a le pouvoir et il fait les lois, soit le peuple n'a pas le pouvoir et il délègue
à des gens qui sont réputés compétents, mais encore une fois, on n'a aucun contrôle sur qui se présente, aucun contrôle sur le programme, aucun contrôle sur ce qu'il fait après. Il a l'immunité juridique même pendant 6 mois après le mandat, ce qui est complètement aberrant quand on se renseigne un peu sur ce qu'est une démocratie initialement. Soit le peuple a le pouvoir, et auquel cas il fait les lois. Mais c'est là que je fais la différence entre l'électeur et le citoyen. CIS, quand ils ont théorisé la Révolution française, à aucun moment ils ont dit qu'on allait vivre dans une démocratie. Et ils l'exprimaient très clairement, ils disaient « Un peuple qui se choisit des représentants renonce à éditer lui-même les lois. La France, cet État représentatif, ne saurait être une démocratie. » Tous ces gens-là savaient très bien ce que c'était qu'une démocratie. C'est pour ça que j'ai un vrai problème. J'ai aucun problème avec le fait qu'on veuille vivre dans un pays avec une oligarchie, avec ce que tu décrivais, c'était un parlement amendé. C'est-à-dire, c'est des élus sur lesquels on va avoir un vrai pouvoir coercitif, un vrai pouvoir d'action. Mais il ne faut pas appeler ça démocratie. Après, on choisit le modèle de société qu'on veut, mais l'un des gros travaux que je fais, c'est surtout un travail d'honnêteté sur les termes employés. Alors, Adrien, tu soulignais très bien tout à l'heure l'évolution du sens des mots. Il faut aussi se rappeler qu'à l'époque de la Révolution française, l'exemple de référence de la démocratie, c'est la démocratie grecque directe, où effectivement, et je pense qu'on doit aborder cette question, c'est la question de la complexité, on était sur une maille locale, avec un nombre réduit de citoyens qui pouvaient se retrouver au forum, débattre, prendre des décisions, enfin sur l'agora, puisque c'était les Grecs. Ouais. Et donc on est dans un modèle très différent de la démocratie d'aujourd'hui et de la société d'aujourd'hui qui a la question de la complexité. Puisqu'aujourd'hui, toute décision a des conséquences très larges. Je vais prendre un exemple de complexité sous-estimée. Il y a quelques années, nous avons connu le contrat de nouvelle embauche, le CNE, qui imposait une longue période d'instabilité et d'insécurité pour le salarié. Sauf que dans cette réforme, ce que le gouvernement n'avait pas pris en compte, c'est les conséquences pour les jeunes, notamment l'accès au logement. Aujourd'hui, on ne peut pas accéder au logement sans emploi stable. Donc ça pose la vraie question de la complexité et de la capacité à prendre des décisions. Dans un monde qui est extrêmement complexe, comment peut-on synthétiser toutes les informations pour prendre la bonne décision ? Notre société a fait le choix par la Constitution de la Ve République de confier les clés du pouvoir à une personne et son équipe en considérant qu'ils sauront prendre les bonnes décisions. Je pense qu'on est allé trop loin, que c'est une erreur. Certains prétendent que sans gouvernement, dans une forme d'anarchie, nous saurions tous ensemble faire jaillir les bonnes décisions. Je pense que nous n'en sommes au moins pas prêts. La démocratie, c'est pas une anarchie, on est d'accord, c'est deux choses complètement différentes. Mais anarchie, ça veut dire anarchos, il n'y a pas de pouvoir. C'est très différent d'un peuple qui a le pouvoir. Oui, mais une démocratie de 66 millions d'individus, sans qu'il y ait une structure organisée pour fixer les priorités, pour prendre les décisions, pour exécuter la volonté du peuple, ça reviendrait à l'anarchie. Ce sont deux choses complètement différentes. Exécuter les décisions du peuple et prendre les décisions. Les Grecs avaient parfaitement conscience que l'Ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée des citoyens dans l'agora, ne pouvait pas tout faire. C'est pas pour autant qu'ils votaient. Ils les tiraient au sort. Ils avaient des mandats courts, non renouvelables, et ils étaient systématiquement surveillés, de très près. Et les amendes pouvaient être lourdes. Il y a des peines qu'on ne va pas reproduire aujourd'hui parce qu'on a compris que dans les cas extrêmes, la peine de mort, ça ne valait pas le coup pour un gars qui a juste perdu une partie du budget. Mais encore une fois, même dans le cadre d'Athènes, l'idée selon laquelle c'était un système démocratique pour un petit paysage politique est une idée erronée. Dans l'histoire, on a simplement qu'une seule constitution qui a traversé les âges, grâce à Aristote, qui n'était même pas citoyen grec, c'était un métèque. Donc on n'est même pas sûr, il était passionné certes, il s'est hyper documenté, mais on n'est même pas sûr qu'il ait recueilli la meilleure des constitutions. À l'époque, il avait recueilli plus de 180 constitutions différentes de toutes les villes qu'il y avait autour. Et tous ces systèmes-là fonctionnaient en démocratie. Et c'était des entités politiques globalement immenses.
Encore une fois, c'est pas obligé d'être un État. On peut être une démocratie et avoir une agora par région, avec un budget, avec des lois locales, je vois pas où est-ce que ça pose un problème. Alors, je voudrais, sur la question du tirage au sort, je voudrais te poser la question, qui pouvait être tiré au sort chez les Grecs ? Tous les citoyens, si on n'avait pas été ostracisés avant. Et qui pouvait être citoyen ? C'est, encore une fois, on en revient à la peine de mort. J'ai pas dit que le modèle grec était un modèle à suivre, c'est une graine avec des principes fondamentaux à suivre. Évidemment qu'on va permettre aux femmes d'être citoyens, évidemment qu'on va pas avoir d'esclaves. Ce que je veux souligner, c'est que dans le système grec, le citoyen, à la différence, effectivement, il y avait la question de la femme, de l'esclave. L'esclave était le statut social qui correspond aujourd'hui aux salariés. Dans l'organisation sociale grecque. Ce qui veut dire que les citoyens, c'était une certaine élite, c'était une certaine aristocratie. Si on en revenait à ce système de tirage au sort et qu'on s'inspirait jusqu'au bout du système grec, ça reviendrait à exclure une grande partie des Français et finalement, pourquoi pas confier le pouvoir au MEDEF ? Je trouve ça hyper alambiqué et limite de mauvaise foi comme raisonnement. Le MEDEF, je sais pas, mais par contre, un point sur lequel je voudrais revenir. Ouais. D'après Thomas, c'est que oui, pourquoi ne pas confier le pouvoir à un groupe de personnes qui, pas comme aujourd'hui avec des partis ou quoi, mais un groupe de personnes qui seraient vraiment meilleurs que les autres pour réfléchir. Encore une fois, j'ai pas dit que c'était le système à prendre la démocratie. Je ne fais qu'une seule chose, c'est définir les choses telles qu'elles sont vraiment. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas de gouvernement amendé, j'ai pas dit que je voulais une démocratie, je n'ai pas exprimé d'opinion personnelle depuis tout à l'heure, si vous remarquez. Je n'ai fait qu'expliquer telles que les choses sont dans tel ou tel système. C'est justement la différence qu'on faisait entre la répartition des pouvoirs et le système politique que ce pouvoir met en place. C'est deux choses complètement différentes. La question, pardon. La question, pourquoi ne pas confier... Oui, non, j'ai pas de pourquoi pas. Encore une fois, il y a des gens qui considèrent que le peuple n'est pas bon, que la masse n'est pas capable. Voltaire était de cette école-là, Platon était de cette école-là. Je ne peux pas être personnellement, je ne vais pas donner mon avis personnel, mais il va le faire quand même. D'après ce que j'ai pu, moi aussi l'année passée, suivre dans mes cours, c'est que pourquoi ne pas, je vais encore revenir à poser une question, mais pourquoi ne pas laisser un groupe de personnes, choisi ou pas, ça je sais pas, mais un groupe de personnes qui seraient meilleures que les autres pour choisir l'avenir de la cité. Il y a deux questions fondamentales. La première question, si on en revient aux définitions, c'est qu'est-ce qu'on définit par meilleur ? Et là, il y a un vrai problème. La démocratie est un bon système, et en tant que représentant du mouvement démocrate, je suis particulièrement attaché, et je souhaite qu'elle se développe vraiment en France. Et la Révolution française, Adrien en parlait, il y a une question du choix de qui va exécuter. Et là, effectivement, on est dans la société, dans la recherche du plus compétent. Et pourquoi est-ce que les révolutionnaires avaient aussi peur de la démocratie ? C'est parce qu'à l'époque de la Révolution, la majorité du peuple voulait garder le roi. La République française s'est installée contre la majorité. Et ça, c'est un événement historique qui est important et qui est fondateur dans l'histoire française. C'est-à-dire qu'une minorité agissante, la Révolution française est une histoire de succession de coups d'État, et absolument pas de démocratie. Et ce changement de tête au pouvoir s'est fait par la force de personnes qui voulaient à la fois le pouvoir de décision et le pouvoir exécutif, et d'ailleurs a fini par l'emporter celui qui a eu recours au suffrage universel, qui était Napoléon. Et petit à petit, la démocratie française, le peuple français a réussi à arracher ce pouvoir. Il lui a fallu quand même près d'un siècle pour récupérer ce pouvoir, de choisir ses dirigeants avec l'élection d'un représentant, mais surtout d'avoir un pouvoir fort avec des gouvernements parlementaires, où là, chacun localement choisissait son représentant au Parlement. Il y avait une vraie représentation du peuple. La grosse faille de ce système a été l'incapacité à décider rapidement. Donc on a eu, dans l'histoire française, beaucoup d'expériences entre République et démocratie, et il faut qu'on trouve cet équilibre entre le choix du groupe d'experts à qui on va confier l'exécutif et qu'on renouvelle régulièrement et voir comment on les nomme, et la façon dont on dit à ce groupe d'experts ce qu'on attend d'eux. On a connu le système parlementaire. On est aujourd'hui dans une époque de technologie de l'information, de communication, et je pense que, par exemple, dans l'exemple de Wikipédia, il y a des choses à apprendre.
on peut expérimenter de nouvelles choses, comme je dirais une wiki-démocratie, où l'élection nomme l'exécutif, ceux qui vont exécuter, et on peut, avec des débats publics, avec des échanges, avec de la consultation citoyenne, prendre des grands sujets et voir comment le peuple veut, sujet par sujet, que l'exécutif gouverne. Je vais juste revenir à quelque chose, c'est peut-être qu'on est déjà dans une illusion de pouvoir choisir nos représentants, mais peut-être que les 4-5 personnes les plus riches de cette société-là, peut-être que c'est ces personnes-là qui ont les cordes. On n'a aucun pouvoir sur nos parlementaires, c'est évident. Peut-être une illusion. Ils votent pas à bulletin secret et ils suivent les consignes de vote. C'est à quel moment c'est le peuple qui décide de ce que les parlementaires votent. Il y en a un ou deux qui arrivent à crier plus fort que les autres à l'Assemblée parce que des fois il y a la télé. Mais c'est une cour de récréation. La télé, c'est un des points importants. Un parlement. Oui, Adrien réagit sur la 5e République. Je parlais tout à l'heure en régime parlementaire de la 3e République. Oui, je parle d'actuel parce que la plupart des gens qui a résulté d'ailleurs à des blocages, à une incapacité de décider. C'est une vraie question, la façon dont on peut contrôler les parlementaires, parvenir à un consensus, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la délégation de pouvoir. Comment est-ce qu'un parlementaire est contrôlé ? Quels objectifs on lui donne, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité de son travail. Aujourd'hui, l'emploi politique est un des seuls emplois au monde où on ne mesure pas la performance de l'employé. Ils ont trop peur des résultats, peut-être. Comment ? Ils ont trop peur des résultats. Enfin, dans mon esprit, le fait qu'il y ait une assemblée législative parlementaire, ça me pose déjà un problème. Fondamentalement. Pour moi, c'est le peuple qui fait les lois. Et j'ai pas dit que le peuple était parfait ou devait absolument faire le système idéal tout de suite. La démocratie, ça se construit justement sur l'idée qu'on n'est pas bon, que le pouvoir nous corrompt, qu'on est faillible, qu'on a des émotions. C'est bien pour ça que au début de chaque loi, il n'était pas marqué la loi est, mais il était marqué il est bon, il a été considéré bon pour les Athéniens de. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Toutes les lois étaient subjectives et elles pouvaient être révisées après. On pouvait avoir des amendes si on avait proposé une mauvaise loi, si on avait abusé du peuple. On pouvait avoir une amende si on avait attaqué une loi qui était bonne finalement, alors qu'on avait décrié comme étant mauvaise, on avait fait de la diffamation. Il y a un fort contrôle. C'est ça qui est génial dans l'idée de démocratie, c'est que il n'y a pas un combat frontal entre une élite dirigeante à qui on délègue des pouvoirs et qu'on a du mal à contrôler et un peuple qui subit la loi de l'autre. C'est vraiment le peuple qui peut faire appel contre lui-même auprès d'une partie de ses semblables. C'est vraiment l'idée d'intérioriser la politique en disant on est parfaitement capable d'être des animaux politiques. On est parfaitement capable de vouloir du sens dans nos vies, dans ce qu'on fait. Il n'y a aucune raison, c'est un complexe d'infériorité qu'on croise quotidiennement. Tous les gens que je rencontre, et on revient sur l'histoire de la Révolution et du peuple qui n'était pas capable, quand on prend le temps de faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire de leur dire il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. On va vous donner les outils, on va prendre le temps, il n'y a pas de souci. On va vous désinformer du sens, on va enlever les informations que vous aviez avant parce qu'on est dans une société qui pousse à avoir un homme surnaturel et une femme au service de l'homme, à penser qu'on est quand on a. Il y a énormément de travers qui sont mis en place quand on leur dit mais est-ce que c'est ça qui te rend heureux ? Quand on pose cette question-là, qu'est-ce qui te rend heureux ? Qu'est-ce que tu as envie de faire tous les jours en te levant, etc. La plupart des gens, ils vont répondre d'emblée je veux posséder le dernier téléphone ou je veux faire ça, mais quand ils prennent le temps de réfléchir, ils se disent je veux manger correctement tous les jours, je veux un toit et je veux du temps avec les gens que j'aime. Il n'y a rien de compliqué à vivre tous ensemble et à mettre des règles fondamentales pour que ça, ce soit possible. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. Il n'y a aucune raison de déléguer à quelqu'un d'autre ce genre de choses. Et on constate à travers l'histoire qu'à chaque fois qu'on donne un pouvoir à quelqu'un, ça finit mal. Il est corrompu par ce pouvoir. Dans la nature humaine, c'est comme ça. Et je ne sais pas à quel moment dans l'histoire de la Ve République, les parlementaires et le gouvernement ont eu l'immunité juridique,
Mais si je l'attrape, celui-là, ça, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça incroyable. Quand ils nous disent qu'à l'école, on apprend en plus, la justice est indépendante. Attendez, mais le premier rôle de la justice, c'est de protéger le peuple contre les abus de pouvoir. C'est pas d'attraper des voleurs, ça c'est secondaire. Et nous, on a un pays où ils ont l'immunité juridique. Quand on apprend à l'école, il y a la séparation des pouvoirs. Montesquieu, alors on se gosse, Montesquieu, c'est magnifique, la séparation des pouvoirs exécutifs, etc. C'est le gouvernement qui fait des propositions de loi à l'Assemblée nationale et par le travers du parti politique, il y a des consignes de vote. Mais à quel moment les deux pouvoirs sont séparés ? Donc c'est pour ça que je veux bien que Thomas dise « je veux mettre en place une démocratie » et je l'y encourage fortement, mais ça me fait saigner les oreilles à chaque fois que j'entends quelqu'un qui dit « la démocratie est malade ». Non, la démocratie est inexistante. À partir du moment où on délègue un pouvoir et on n'a aucun contrôle, et on a toujours un roi, faut pas se leurrer. On a toujours un roi. On parle donc de la notion de liberté, ça revient à parler de liberté. On en revient à la notion de liberté et la liberté de choisir, la liberté du peuple de choisir. Adrien disait tout à l'heure, en reprenant l'exemple de la Révolution, on pense que le peuple n'est pas capable ou n'ose pas. Je pense que là, c'est faux, c'est une fausse analyse. Moi, je fais de l'éducation populaire parce que je suis convaincu qu'il est capable. Oui, non, je veux dire, ton analyse de dire si la Révolution, les révolutionnaires se méfiaient du peuple, c'est parce qu'ils ne le pensaient pas capable. Oui. Non, et je pense d'ailleurs que selon les critères que tu as toi-même cités, l'envie de manger à sa faim, de pouvoir être avec sa famille, d'avoir un toit, et finalement tout ça, beaucoup de ces choses nécessitent qu'il y ait de l'ordre dans la société, fait que la majorité des citoyens pour qui la priorité n'était pas de décider ce qu'allait faire le pays, leur priorité c'était de vivre leur vie tranquille. Et pour répondre à cette priorité, pour répondre à ce choix, le peuple démocratiquement, c'est-à-dire en exprimant par la majorité la volonté du peuple, ne voulait pas de changement. Et d'ailleurs, ça nous amène à un paradoxe historique qu'on rencontre très fréquemment. Comment est-ce qu'au lendemain d'une révolution, une démocratie toute nouvellement acquise, le moment où le peuple s'exprime pour la première fois, ce peuple commence par se choisir une dictature. Et la plupart des révolutions commencent par une phase de dictature. Parce que la première des volontés, la révolution provoque un désordre, elle provoque un chaos, et que la première volonté de ce peuple, et on peut le voir dans beaucoup de pays qui ont renversé leur gouvernement récemment, leur première volonté, c'est de retrouver le calme et le confort de vie qu'ils avaient avant, en oubliant assez rapidement ce qui était négatif et en voyant tout ce qu'ils ont perdu. Parce que dans aucune révolution, il y a eu de formation. À aucun moment, chaque fois, c'est extraordinairement bien instrumentalisé, les révolutions. Je pense notamment à l'Iran, qui a réussi par un effort mais incroyable à se libérer du Shah, et derrière, ils se font récupérer. La Révolution française, c'est pareil, on leur a dit qu'il fallait virer le roi parce que le roi était mauvais, parce que finalement, comme par hasard, il n'était pas de droit divin, etc. Et on s'est fait récupérer par la bourgeoisie à l'époque. C'est un vrai problème des révolutions, la récupération. La Russie peut en parler, ils en souffrent encore d'une révolution habilement récupérée par des gens qui n'ont jamais pensé que le bien de leur peuple était forcément prioritaire. Mao prétend avoir été un révolutionnaire aussi, mais derrière, il n'a pas du tout installé un communisme. Il a installé une dictature de la même manière. C'est vraiment deux choses différentes. Le terme révolution, déjà, je ne le vois pas forcément comme un chaos. Je le vois simplement comme un tour complet. C'est au sens géométrique du terme. On retourne un système et on en met un autre. Ça peut parfaitement se faire dans le calme. J'ai pas d'exemple historique, mais dans les faits, je vois pas pourquoi, du jour au lendemain, on va dire, le président actuel, François Hollande, dit « Je me suis trompé, je vais taper du poing, dire non au système bancaire, et puis on va installer une démocratie. » Et ce serait une révolution, au sens propre du terme. Je vois pas en quoi ce serait forcément sanglant, une révolution. Si on en vient à avoir des révolutions sanglantes, ça prouve encore qu'on a une élite qui ne gouverne pas pour nous. Si on en vient aux armes, encore une fois, si ces gens-là étaient de bonne volonté, il suffirait d'exprimer dans des manifestations comme on le fait une volonté, en disant mais vous voyez bien que le nouvel accord du MEDEF, qui n'est absolument pas majoritaire,
faut redire les choses aussi correctement, est une catastrophe pour le tissu social, est une catastrophe pour les familles, est une catastrophe pour les salariés, ce que j'appelle la classe salariale, qui est tu disais les salariés sont les nouveaux esclaves. C'est un peu dur, mais je m'aperçois que je suis pas loin de considérer qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a une telle pression, une culpabilisation au chômage, etc. derrière, que si ces gens-là avaient 2 secondes, c'est même pas de la compassion, c'est s'ils faisaient leur travail, en fait, tout simplement. Ils iraient pas dans cette voie-là. Ils nous disent tous les jours, je n'en ai rien à faire. C'est pas pour vous que je suis là. Et ils viennent à la télé nous le dire. Hein. Ils nous regardent en face, ils nous sourient, et c'est... Je vois pas en quoi ce serait un problème d'avoir un gouvernement amendé, mais on en est super loin. Dans l'idée que tu décrivais effectivement d'un président qui dit voilà, je décide de changer le système, un peu cette attente de l'homme providentiel qui amène le changement. Le roi démocrate, ouais. C'est une chose qu'on n'a jamais vue, ou très rarement dans l'histoire. Mais ce que nous proposons, nous, au mouvement démocrate, c'est de dire ce système politique, nous devons commencer à le changer dès aujourd'hui. Pour nous, le premier point, c'est le non-cumul des mandats. Pourquoi ? Cumuler des mandats, c'est accumuler du pouvoir. Et Adrien soulignait cette notion corruptrice du pouvoir et cette sensation d'impunité. Plus on a de pouvoir, plus ce pouvoir peut s'auto-alimenter. C'est-à-dire que parce qu'on a du pouvoir, on peut distribuer des avantages à certaines personnes qui vont à leur tour nourrir notre propre pouvoir, et un groupe se forme pour s'emparer de l'intérêt général et orienter les décisions publiques dans leur intérêt personnel. Donc pour nous, le non-cumul des mandats, déjà ne pas cumuler 2 fonctions en même temps, sinon c'est n'en faire aucune correctement, et aussi limiter les mandats dans le temps, pour qu'il y ait vraiment un changement, et aussi qu'on évite cette auto-alimentation du pouvoir. On doit rendre à l'électeur toute son importance dans l'attribution du pouvoir. Il y a un point sur lequel j'ai jamais réussi à avoir de réponse du mouvement démocrate, c'est sur la Constitution. C'est quelque chose de très important. C'est un texte juridique d'une extrême importance. Il est souvent traité par-dessus l'épaule par ceux qui en parlent. La Constitution, ça n'a qu'une seule fonction. C'est l'outil juridique supérieur qui garantit au peuple qu'il n'y aura pas d'abus de pouvoir. Ce sont les règles du pouvoir, la Constitution. C'est la façon dont l'État s'organise, dont le peuple s'organise, etc. Nous, on laisse nos hommes de pouvoir écrire les règles du pouvoir. Les gars, ils sont juges et partis, ils écrivent eux-mêmes les règles du jeu dans lequel ils nous obligent à jouer. Est-ce qu'il y a déjà, dans le mouvement démocrate, cette volonté de rendre les clés de l'écriture des règles du pouvoir à ceux qui n'auront pas le pouvoir? Est-ce qu'il y a une assemblée constituante qui est promise pour écrire les règles du pouvoir avec des gens qui renoncent du même fait à leur éligibilité? Alors, ce n'est absolument pas dans notre programme, puisque nous sommes réformistes, nous voulons faire évoluer l'État, et je ne crois pas personnellement que changer la Constitution soit la priorité pour les Français et soit la meilleure façon d'avancer. Pourquoi ? Parce que changer une Constitution, c'est quelque chose de risqué. On peut le voir dans l'histoire de la France, on a déjà eu 5 constitutions différentes, toutes ayant conduit à des difficultés. Tout étant écrites par des hommes de pouvoir, encore une fois. Tout étant écrites par des hommes de pouvoir. Mais ces hommes de pouvoir, quand on a une assemblée constituante, et même effectivement à l'époque de la Révolution, qui étaient les révolutionnaires? C'était des personnes qui avaient été ministres du roi, des personnes qui étaient des juristes. Et effectivement, une constitution, ça demande une certaine expertise. Justement, non. C'est ça qui est... Parce que, non. Si, justement si, parce que c'est très lourd de conséquences. C'est la façon dont on fait fonctionner notre pays. Et je pense qu'on ne doit pas laisser croire aux citoyens que d'un coup de baguette magique, parce qu'on va changer les institutions politiques,
sans avoir réfléchi à longuement à la façon dont ça va fonctionner, leur dire que d'un seul coup, ils vont avoir du travail, ils vont avoir de la sécurité. C'est pas du tout mon propos. J'ai pas dit et je ne crois vraiment pas. Et je crois que vraiment aujourd'hui, la priorité des Français, ce n'est pas la question de constitution. C'est la question de l'emploi. C'est la question du logement. C'est la question des études. Ça ne veut rien de ce que les Français veulent. Ça veut rien dire, les Français. Mais là, ça va plutôt sur un débat un peu comme dans les partis politiques. Du coup, je vous propose de faire une pause musicale, puis revenir avec une deuxième partie sur tout ce qui est l'information, etc., etc. Nous revoilà sur Radio Made in Turkey. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 7 mars et nous parlons de démocratie ce soir avec Adrien Ferro et Thomas Delpech. Donc, on parlait de la Constitution, mais on va plutôt parler du peuple. On va essayer d'éviter de se battre. Non, ça va pour l'instant, ça va par rapport à ce qu'on voit à la télé, ça va. Et puis, je suis là. On parlait de passivité de peuple. On parlait pas, mais on va parler de passivité de peuple. Thomas ? Alors, effectivement, la passivité du peuple, je dirais c'est une chose dont on souffre un peu dans le militantisme politique. On a besoin de personnes qui s'impliquent. Je me rappelle un moment, une des choses qui m'ont convaincu d'entrer en politique, à l'époque où je passais le bac, il y avait un camarade de classe qui était là en train de se lamenter. Notre société, c'est triste, ça se passe pas bien, ça fonctionne pas. Il était tout déprimé. Je dis, mais attends mon gars, t'as 18 ans, t'es comme ça, si ça te plaît pas, change les choses. Et ça, c'est une envie que j'ai envie de partager et que j'aimerais partager effectivement avec plus de monde. Se dire, oui, je pense qu'en tant que Français, nous-mêmes, avant de faire de la politique, on n'est pas politicien, on arrive en politique parce qu'étant partie du peuple, on a envie de changer les choses. Et j'ai vraiment cette envie, avec le mouvement démocrate, d'une activité politique populaire. Que quand il y a des débats, on a du mal à trouver des salles assez grandes. Que quand il y a un conseil municipal, ils sont obligés de se faire à l'extérieur parce que les habitants de la commune viennent y assister et disent leur opinion sur les décisions qui sont prises. Aujourd'hui, un conseil municipal, on doit être 5 personnes à venir y assister. Et puis les élus donnent parfois l'impression de nous faire l'aumône quand ils nous permettent de leur poser une question. J'ai eu l'immense chance et l'honneur, je salue bien bas, d'avoir participé à une réunion publique de Monsieur Collomb, maire de Lyon, qui commençait cette phrase incroyable. Il disait « Nous avons accepté de vous informer sur le projet du quartier Pardieu et de la rue Garibaldi. Nous n'étions pas obligés de le faire. » Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je sors, je me lève, je crie. Comment Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les gens, ils vous le disent, les yeux dans les yeux, avec le sourire, quoi. Et je reviens sur une phrase, mais c'est juste pour mettre un peu l'ambiance, parce que je suis sûr que c'est pas exactement ce que tu voulais dire, mais il dit, quand je suis entré en politique, parti du peuple. Alors que depuis tout à l'heure, j'essaye de dire que non, c'est la politique qui doit revenir dans le peuple. C'est juste pour l'énerver. Il faut les deux parties, quoi. Bien sûr, c'est pas. Les deux. Je rebondissais sur ta vision qui nous oppose au peuple. Nous en faisons partie. Petite parenthèse, je vais juste donner des chiffres. On parlait de passivité du peuple. Là, j'ai devant moi le résultat de l'élection présidentielle 2012. Il y a 9 49 998 abstentions. Et blanc ou nul, c'est 2 154 956. En pourcentage, on est à les deux cumulés. Ça fait 19,6 plus 4, ça fait 20. 25. Ça fait 25% à peu près, et voilà. Avec l'association et sur un réseau social qui n'est pas bleu, on s'est posé la question de... une personne est venue avec la question du vote blanc et de la reconnaissance du vote blanc. Et comme nous, on a un problème avec le vote déjà au départ, on est allé un peu en marge de cette question-là. On lui a dit, mais celui qui vote blanc, effectivement, c'est pas pareil que celui qui va pas voter. Et avant de me renseigner et d'apprendre sur ce que devrait être la démocratie, je pensais que celui qui votait blanc, c'est celui qui avait fait son rôle d'électeur, de citoyen, et qui ne se sentait pas représenté, tout simplement. Et que celui qui ne votait pas, celui qui s'abstenait, n'avait pas rempli son rôle et que lui était blâmable. Donc je trouvais parfaitement normal qu'il y ait une reconnaissance du vote blanc. Et puis je me suis dit, mais
il y a plein de gens qui nous expliquent que on est en démocratie et que c'est nous qui avons le pouvoir et qui le déléguons. Et je me suis dit, question pratique de 5 ans, si personne ne donne son pouvoir, le gouvernement ne l'a pas. Qu'est-ce qui se passe dans la Constitution française s'il y a 99% d'abstention ? Il y a quand même une loi qui se vote. Eh bien, il y a quand même un président. Et ce qui répond à la question « non, au moment de l'élection, le peuple n'a toujours pas le pouvoir », c'est bien qu'il y a une cérémonie de passation de pouvoir qui n'est pas l'élection. S'il y avait vraiment une cérémonie pour passer le pouvoir, ce serait le jour de l'élection. Parce que c'est ce jour-là qu'on met le bulletin dans l'urne. Non, elle se fait des semaines après, entre deux bonhommes, qui sont tout seuls, et qui nous disent clairement avec tout leur attirail « j'ai été roi, tu es le nouveau roi ». On a en France, dans un pays qui se prétend démocratique, une cérémonie de passation de pouvoir entre un ancien président et un nouveau président. 99% d'abstention. Déjà, les médias vont nous insulter, parce que quand il n'y a que 25%, on s'en prend plein la tête. Mais il y aurait quand même un président. Ça, c'est hallucinant. Je ne crois pas. Il me semble que l'élection est invalidée au-delà d'un certain niveau d'abstention. Oui, c'est vrai que 99%, c'est abusé quand même. Eh bien, on n'a pas réussi. J'ai des personnes qui ont fait des recherches, pas personnellement, parce que je vous avoue que mes journées font que 24 heures, comme beaucoup d'autres. Les personnes ont fait des recherches et on n'a pas trouvé un seuil d'invalidité. Ça nous paraissait évident aussi. On s'est dit, mais comment il ne peut pas y avoir de garde-fou à ce moment-là, quoi ? Parce que le gars, il est tout seul candidat, il vote pour lui, il est président. On s'est dit, il y a bien un moment donné où ils y ont pensé. Moi, je suis vraiment curieux et je veux bien ce chiffre, s'il existe. De notre côté, il s'avère qu'on ne l'a pas trouvé. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Donc c'est pour ça que je me permets de conclure ça. Mais s'il s'avère que je me suis trompé, il n'y a pas de souci. Il faudrait faire la recherche. C'est vrai qu'on ne s'est pas préparé sur ce point-là. C'est un détail technique en même temps. On ne peut pas tout prévoir, les détails techniques avant 2 heures. Mais même si ce chiffre est de 75%, moi, il me fait halluciner quand même. C'est-à-dire au-delà de la moitié du peuple qui veut pas d'un président et on lui en donne un quand même, c'est fondamental. Sur le principe, ça remet en cause pas mal de... Mais après, l'abstention, il faut quand même voir le côté humain des choses. Peut-être que l'abstention, c'est seulement quelqu'un qui veut pas aller voter un dimanche. Quelqu'un qui préfère rester chez lui. On est d'accord, mais si on passe les 75%, il y a autre chose que la pantoufle. Oui, 75, mais là, on avait moins. Il y a quand même une grosse partie de personnes qui n'a rien à faire de ça. Vous avez vu le matraquage avant les élections ? Le matracage de la part des partis. Pour forcer les gens à aller voter. Oui, s'ils veulent pas. Puis après, quand on force les gens, il y a une résistance. C'est aussi pour ça qu'au mouvement démocrate, on veut une vraie valorisation du vote blanc, puisqu'il y a effectivement des personnes qui ne veulent pas aller voter, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se rendent compte que leur protestation est beaucoup mieux entendue en s'abstenant qu'en votant blanc. Et ça, c'est un problème. Ou alors ils votent à côté. Aujourd'hui, une loi est passée disant on va reconnaître le vote blanc. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste à le compter et à l'annoncer. C'est tout. Donc ça, c'est une coquille vide. Pour nous, c'est d'afficher que s'il y a un certain nombre de votes blancs, on cumule le vote blanc et le vote pour les candidats, on peut afficher que oui, le candidat qui va devenir président, il n'a pas la majorité du peuple. Mais il l'a même pas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 35% au premier tour, quelqu'un qui va faire 51% au second tour, sur l'ensemble des citoyens en âge de voter, ça fait 18%. En France, on élit des présidents avec entre 15 et 18% des Français. Et c'est bien pour ne pas qu'on se rende compte de ça que la première chose que tout président fait en arrivant à la tête d'un État, c'est « je suis le président de tous les Français ». C'est encore un mensonge. Ils n'ont pas le choix après. Ils n'ont pas le choix. Oui, le fait de s'afficher comme président de tous les Français, c'est la posture. Le dire c'est bien, la posture c'est bien. Le vivre ce serait beaucoup mieux. Oui, parce que les actes le démentent rapidement. Ouais. Et effectivement, en tant que centriste, moi ce qui me pose un gros problème aujourd'hui, c'est le système de balancier qu'on voit entre la droite, la gauche, et ce balancier qui bat de plus en plus fort vers l'extrême droite et l'extrême gauche, parce qu'on est toujours dans le système où un clan, un côté, va prendre le pouvoir, faire ce qu'il veut pendant 5 ans, et puis peut-être pendant 10 ans, et puis ensuite l'autre clan va reprendre le pouvoir et faire ce qu'il veut à son tour. Il y a une élection à 2 tours. Et ça vient de là. Hein. Alors ça vient de l'élection à 2 tours, ça vient de l'absence de proportionnel au Parlement. Ça vient, allons plus loin, pourquoi pas avoir un premier tour binominal
pour faire ressortir des candidats plus consensuels, qui ne sont pas forcément le premier choix des uns ou le premier choix des autres, mais un second choix accepté par l'ensemble. Il faut savoir qu'au deuxième tour des dernières élections présidentielles, la plupart des gens sont allés voter non pas pour un candidat, mais contre un candidat. Il faut se dire qu'on a tellement personnalisé l'élection que probablement la droite aurait pu gagner s'il avait eu l'audace de présenter un autre candidat que Nicolas Sarkozy. On va y revenir, mais c'est la Ve République qui fait nommer un chef. Elle a été construite pour ça, elle a été construite pour cette personnification importante du pouvoir. Oui, elle Donc, a été faut construite revenir sur la Constitution. Elle a été construite pour faire nommer un chef et elle allait à la perfection à Charles de Gaulle, qui était un homme qu'on représente souvent à droite, c'est faux, c'est un homme qui était au-delà des partis. Lui-même n'était pas dans un parti, ce sont les gens qui le suivaient, qui se sont constitués en parti, et lui justement était une personne qui n'était pas dans l'idéologie, qui n'était pas dans la prise de position systématique d'un côté ou de l'autre. Il y avait un culte de lui quand même. Il y avait un culte de lui, comme il y a eu souvent dans l'histoire française autour, je dirais, d'hommes providentiels, et il a eu un impact significatif et positif pour la France, il faut le reconnaître, malgré effectivement sur la forme un culte de lui qui lui permettait d'ailleurs d'être au-dessus des partis. Il faut qu'on trouve en tant que système comment on peut amener au pouvoir des personnes qui soient au-dessus de ce système partisan, ou sans être au-dessus, qui soient transverses à ce système partisan et qui réussissent à réunir au-delà des partis. Aujourd'hui, quand un président élu de droite fait venir des gens qui ne sont pas de son parti au gouvernement, on appelle ça de l'ouverture. Moi, j'aurais bien envie de dire, on devrait appeler ça du bon sens, on devrait appeler ça une évidence. Est-ce qu'on peut revenir sur la notion de gauche et de droite ? Bien sûr. Parce qu'elle est importante et évidemment qu'on va pas être d'accord là-dessus, mais sinon cette émission n'aurait aucun intérêt si on passait notre temps à dire hey, j'adore ce que tu dis. Voilà, musique, salut, tout le monde rentre chez soi. Il y a deux points que je voudrais aborder. Déjà, c'est le drame que représente la pensée binaire sous toutes ses formes. On passe notre temps à opposer deux clans. On parlait du système à deux tours qui le fait techniquement. Justement, non. C'est ça qui est fou. C'est que moi, quand je sors et que je regarde les étoiles, je vois des millions d'étoiles. Quand c'est jour, je vois des millions de couleurs. Je vois des millions d'animaux différents. Mais justement, je peux pas penser binaire naturellement. Je te coupe. J'adore ce que tu dis. Non, je te coupe parce que là, tu parles bien de jour. T'as dit jour, alors qu'il y a jour et nuit. T'es déjà dans un parti, tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu dis tu dis la journée, je ne vois pas ça ou ça. Non, la nuit, je vois la des nuit, millions d'étoiles. La nuit, tu vois ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quand on remonte un peu plus, tu parles de jour ou de nuit. On différencie toujours deux choses. Tu comprends ? Donc moi, j'ai peur que je vais en venir. Soit peu probant. Oui, mais justement, c'était parce que tu avais dit jour et nuit, mais c'est que pour moi, oui, la nature humaine, c'est vraiment toujours deux choses, ça ou ça, oui ou non. On nous a toujours appris ça, oui ou non, droite, gauche. Par contre, quand on essaie de nous la prendre de force, oui, ça je l'avoue, il y a une c'est vraie... pas de la force, c'est que... Regardez, on a opposé les homosexuels et les hétérosexuels il y a pas longtemps, alors que si on avait abordé la question sous le thème de l'amour, il n'y aurait pas eu de débat. Est-ce que les gens s'aiment ? Oui, tant mieux, super. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'ils soient deux mecs, deux femmes, quatre dans le couple, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Je suis pas sûr que ça aurait été aussi. Quand on dit la droite et la gauche, ça oppose aussi deux choses en face, alors que tous les petits partis sont les premiers à dire oui, mais il n'y a pas que deux partis. Et ouais, mais les gars, vous continuez de parler en termes de droite et de gauche. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est sur ça n'est jamais défini. Est-ce qu'il y a un acte marquant qui sépare la droite de la gauche ? Et la seule chose que j'ai entendue à la télé, à la radio, etc., c'est la droite, c'est l'UMP, et puis la gauche, ça partait du PS. Donc on remplace un nom par un autre nom, mais à aucun moment il y a de la définition. Je me suis posé cette question, j'en ai parlé avec d'autres, et on en est arrivé à la conclusion que ce qui faisait fondamentalement la différence entre ce qu'on va appeler la droite et ce qu'on va appeler la gauche, c'est un très vieux combat millénaire qui consiste à penser que les solutions sont dans le monde. Donc là, on va retrouver les mouvements monistes, on va retrouver les épicuriens et les hédonistes, on va retrouver des gens comme Engels, comme Marx, on va retrouver les matérialistes philosophiques. Et c'est 15-20% de la population mondiale. Et d'un autre côté, on va considérer que la solution
doit être en dehors du monde. On va retrouver ici Platon, on va retrouver Voltaire, qui considérait que le peuple était la dernière des horreurs que Dieu ait inventées. On va retrouver tous les croyants, qui considèrent qu'il y a eux sur la planète et qu'il y a au-dessus ou ailleurs une entité supérieure qui les protège, les aime, les aide ou les maudit, enfin peu importe le clan. On va retrouver des gens qui ont simplement une spiritualité, sans forcément parler de Dieu, qui pensent qu'il y a Gaïa, l'esprit de la terre, qu'il faut protéger, etc. Quand on part de ce vieux, c'est un vieux combat qui est plurimillénaire, et qu'on essaye de regarder un peu comment la vie fonctionne, on retrouve exactement cette différence fondamentale entre ceux qui considèrent que le peuple est capable, et qu'il suffit d'avoir une éducation populaire, qu'il suffit de leur donner le temps et l'énergie. Aussi, on vit dans un monde qui a un rythme tellement fort qu'on ne laisse pas 5 minutes à quelqu'un pour se dire « mais pourquoi je vis ? Pourquoi je me lève chaque jour ?» Et de l'autre côté, des gens qui vont considérer que le peuple n'est pas capable, et qu'il faut des gens compétents, des experts, des aristocrates, au sens premier du terme, Aristos et Kratos, le pouvoir des meilleurs, où il va y avoir d'autres questions. Comment est-ce qu'on choisit les meilleurs ? C'est des questions qu'on posait tout à l'heure, comment on détermine, etc., comment on fait évoluer, quel contrôle on a. Je fais la différence entre la gauche et la droite, entre ces deux notions-là. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire jaillir les lois et les règles et la société, le sentiment politique de la multitude, et quelqu'un qui fait redescendre d'une tête le sentiment politique vers les masses. Et quand on réfléchit de cette manière-là, la droite commence avec le PS, où on a une droite un peu molle, on a la droite au mouvement démocrate, on a la droite dure à l'UMP, et on a l'extrême droite après. Et à gauche, ils ont tellement peu d'espace qu'on a tendance à tous les mélanger. Alors qu'il y a autant de nuances à gauche, mais dans l'opinion publique, politique, ils sont tous mis en même temps. C'est ce que disait tout à l'heure Thomas. Il disait, il y a le Parti socialiste, d'ailleurs il s'appelle socialiste aussi à tort, ils sont considérés comme de gauche, et après c'est l'extrême gauche. Alors que si on fait cette séparation-là de dire ceux qui sont à gauche, c'est ceux qui considèrent que le peuple est capable, ils sont tous compressés dans un espace médiatique et politique rikiki, ils sont tous mis dans le même panier et tous traités d'extrême gauche. Quand vous entendez parler un vrai socialiste et un trotskiste, il n'y a pas moyen de les confondre. Ils ne peuvent pas être mis dans le même sac. Quand vous entendez un communiste qui aborde des notions qui vous parle de l'économie et un socialiste qui vous parle d'économie, c'est pas possible de les mélanger. J'aimerais vraiment qu'on remette le curseur correctement. Alors là, Adrien, je n'adore pas du tout ce que tu dis. Bien évidemment. Parce que je pense que la distinction que tu fais idéalise un peu la vision de certains qui seraient des preux-chevaliers à la défense de l'expression du peuple et de la capacité du peuple à prendre des décisions. Je pense que dans le monde politique, cet amour de soi est largement partagé par les personnes qui ont un écho national, hein, quel que soit le niveau auquel ils se trouvent, cette conviction qu'ils ont que eux sont capables plus que n'importe qui d'autre est aussi quelque chose qui est très partagé. Là, je suis d'accord, mais je pense à partir de là de dire c'est tous les mêmes parce que ils ont tous ce que tu alors ils sont tous à droite et donc ils sont tous du même côté de la balance de ceux qui veulent confisquer le pouvoir finalement. Je pense que c'est très réducteur. C'est pas qu'ils veulent le confisquer, c'est qu'ils considèrent que légitimement il n'appartient pas à la multitude. C'est une idée qui peut. Mais ça aussi c'est très réducteur. La preuve, tu nous positionnes nous Modem dans cet ensemble alors que quitte à perdre des élections parce que ça n'intéresse personne, on n'arrête pas encore et encore de parler de démocratie et de moralisation de la politique, qu'on n'arrête pas de parler de transparence, qu'on n'arrête pas de vouloir donner plus de pouvoir au peuple. François Bayrou disait pendant la dernière présidentielle, quand on parle aux Français, on ne doit pas être dans la vulgarisation, dans l'explication, on ne doit pas être dans le parler léger, on doit parler à chaque citoyen comme on parlerait au plus éminent interlocuteur qu'on a, parce que le peuple français le mérite. Donc cette idée que finalement le monde politique, en dehors de quelques petits partis qui sont situés, alors pas très à gauche, alors dans des positions très
très lié aux idées marxistes, si tu préfères. Je pense que c'est une simplification et qui enferme finalement beaucoup de personnes qui ont vraiment une haute estime du peuple dans une fausse image. Alors il y a beaucoup de gens qui sont parfaitement sincères dans leur action politique. Encore une fois, j'ai déjà eu cette critique et le gars s'est énervé tout rouge, il a failli me taper. Oui, il entendait ces propos-là, justement, où je lui expliquais qu'il y avait régulièrement des mensonges qui étaient répétés, et lui, il entendait « je suis un menteur », et alors qu'il s'est construit sur ce combat politique et sur le bien d'autrui. Je fais vraiment cette différence-là entre ce que je vais dire l'Église et les croyants, quoi. C'est vraiment complètement différent. Il y a des croyances, il y a des mensonges que moi j'appelle mensonges parce que les mots sont usurpés, déplacés, ou parce que ils ont été construits pour travestir la réalité ou pour empêcher les gens de résister, tout simplement. Je reprenais l'exemple dans les sociétés du projet. Quand un directeur vient et vous dit « j'ai un projet », on ne peut pas être contre un projet. On passe pour l'enquiquineur public. Alors que si le gars vous disait « j'ai une directive », bah là on discute. Etc. Il y a plein de mots qui sont là pour empêcher de penser la résistance et l'opposition et simplement le construire ensemble. Quand j'aborde ces thèmes-là, il y a des gens qui le prennent personnellement. C'est pas mon propos. Évidemment qu'il y a énormément de gens qui ont une foi et une bonne volonté dans leur action, et c'est pas du tout ce que je leur reproche. Je leur reproche généralement d'avoir des certitudes acquises et que ce ne soit pas leur certitude. Après, si le gars est parfaitement capable de m'expliquer qu'il a compris tout ça, qu'il sait ce que c'est qu'une oligarchie, qu'il sait ce que c'est qu'une démocratie, et que lui, c'est pas ça qu'il veut défendre, et qu'il défend son truc, il a compris ce qu'il défendait, bah pas de problème. C'est la pluralité des idées, j'ai aucun souci avec ça. Mais quelqu'un qui va dire je suis l'ami des peuples, mais je veux être président de la République, s'il y a un... Il y a un décalage, on retourne dans le droit démocrate, et avec nos institutions actuelles, il y a un blocage, quoi. Alors, quand tu parles ami des peuples, effectivement, tu me fais penser forcément au petit père des peuples. J'avais pas pensé à ça, mais ouais. Et effectivement, dans cette vision aussi de la façon de faire de la politique et dans la vision du fonctionnement de la démocratie, il faut faire attention à ce que j'appellerais l'ultra-démocratie, dont je vais donner deux exemples, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui conduisent à la même chose. Premier exemple, c'est le totalitarisme. À la grande différence avec la dictature s'impose par la force. Le totalitarisme repose sur une adhésion permanente et complète de tout le peuple. Et pour entretenir cette adhésion, il va prendre le peuple en charge depuis son enfance, toute sa vie, pour assurer que cette adhésion se répète. Et c'est en ce sens, pour moi, que c'est une ultra-démocratie, c'est-à-dire on a une illusion du pouvoir du peuple, mais on va conditionner le peuple pour qu'il conforte en permanence le pouvoir. Tu viens de décrire la situation actuelle, on est d'accord, avec la télé, avec Lagardère qui possède 80% de la presse. Avec... Tu peux pas comparer un totalitarisme organisé pour assurer le pouvoir de quelques-uns à notre système, aux dérives du système libéral. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a une dérive des médias, qu'il y a une dérive de la finance, mais on ne peut pas du tout comparer avec les systèmes totalitaires. Mais tu me conduis assez justement à mon deuxième exemple, la société de consommation. Les biens de consommation, on est dans une ultra-démocratie, pourquoi ? Parce qu'en permanence, le consommateur, il choisit. Et du jour au lendemain, parce qu'il a trouvé de la viande de cheval dans ses lasagnes, il peut décider de la mort d'une entreprise parce qu'il n'a plus confiance, parce que pour lui, elle a commis une faute. Et pour moi, on est bien dans ce système de consommation, dans une ultra-démocratie, un choix permanent de tous. Et à quoi ça conduit ? Ça conduit au côté publicitaire, où on va conditionner la personne à penser que parce qu'il boit un soda plutôt qu'un autre, il va être plus heureux, il va avoir plus de bonheur. Là, on parle de tout ce qui est médias et tout. On reviendra dans ça dans une troisième partie, mais avant ça, je propose une petite pause. Vous êtes sur Radio Made in Turkey, il est 20h37. Nous sommes dans l'émission Mohamed Soukaroki en français. Ça signifie la rue de la conversation. Et ce soir, notre sujet de conversation est la démocratie. Nos invités sont Thomas Delpech et Adrien Ferro. Et on parlait de démocratie, je disais. Alors là, on parlait plutôt de tout ce qui est médiatisation, information, excès d'information. Ouais, j'avais une question sur
sur la réaction de Thomas quand il disait qu'on vit dans une ultra-démocratie, dans la mesure où les gens peuvent choisir librement ce qu'ils consomment. J'ai le poil qui s'est hérissé jusqu'au plafond, donc pendant la pause, on s'est dit qu'il faudra revenir là-dessus. La démocratie, c'est une répartition du pouvoir politique. Je vois pas en quoi choisir un soda, c'est un acte politique. Pour moi, c'est un écran de fumée pour ne pas parler de politique, quand on nous laisse un grand choix de consommation et qu'on nous en parle tout le temps. Alors, de ce point de vue-là, oui, tu étais surpris par la comparaison, par l'introduction de la démocratie, pouvoir du peuple, et en termes de consommation, depuis la différenciation, à l'époque des premières voitures d'Henry Ford, tout le monde avait droit à une voiture noire, il n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on est dans une société du choix, et je ne dis pas que parce qu'il y a société de consommation, nous sommes dans une démocratie politique. Je dis que c'est une forme de démocratie, c'est une forme de système où le peuple a un pouvoir absolu, et à travers la publicité, à travers les dérives, on peut voir qu'il y a un risque à exagérer ce choix permanent, parce que l'information n'est pas parfaite, parce que même quand on a énormément d'informations, quelque chose qu'on voit en finance, c'est que le meilleur, tu parlais d'écran de fumée, et le meilleur écran de fumée, la meilleure opacité, c'est l'excès d'information. On est bien d'accord. C'est-à-dire que si tu me poses une question, je vais te faire une réponse de 2h30, je suis sûr qu'à la fin tu auras oublié ta question. Je pense que Bourrin sera très énervé au bout de 2h15. et c'est vraiment une forme d'opacité, et c'est quelque chose dont on doit se méfier en démocratie. Et quand on propose une sorte de démocratie où chaque citoyen est en permanence sollicité pour décider. Et encore une fois, quand tu disais qu'on a un pouvoir absolu dans la consommation, alors ça va être super perso, mais c'est pas grave, l'exemple est marquant parce que tout le monde l'a entendu. J'ai une cousine qui m'a appelé récemment et qui m'a dit, pour une fois, je voulais, parce qu'elle en a rarement l'occasion, je voulais bien nourrir mes 2 filles. Je suis allé acheter des bons légumes, des bonnes choses. Elle m'a décrit le panier, il y avait quasiment rien, il y avait quelques carottes, pas grand-chose. Elle m'a dit, j'en ai pour 22 €. La plupart des gens veulent bien manger. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir contre ça ? On a les salaires qui n'augmentent pas depuis 1983 parce que, merci le gouvernement de Mitterrand, il a supprimé l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire qu'avant les salaires augmentaient avec l'inflation, et ça fait 30 ans maintenant que c'est plus le cas, que tout augmente sauf les revenus. On en arrive à un point de saturation jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui s'immolent devant le pôle emploi. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir du mal à entendre que la consommation est un pouvoir. Si on peut préciser ça, parce que même moi, j'y crois pas des masses. Alors justement, on parle, tu disais, ce qu'on peut acheter avec l'argent qu'on a, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Alors effectivement, c'est un pouvoir qu'on a proportionnellement aux revenus. Et il y a une question, mais il y a aussi ce pouvoir de dire non, ce pouvoir de dire je ne consomme pas. Pouvoir de dire je vais faire mon jardin, je vais changer de vie, je vais partir vivre dans une communauté. J'exagère le trait volontairement. Il y a, je dis qu'il y a un pouvoir, le pouvoir qu'on fait de l'argent qu'on a, qui est proportionnel effectivement à l'argent qu'on a. Par contre, dans ce que tu as évoqué, il y a un vrai problème de société, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui se construit autour de l'achat, autour de la consommation, et où on a oublié des choses fondamentales. On a oublié que le plus naturel pour l'humain, et en tant qu'humaniste, l'humain c'est une chose très importante, c'est de se nourrir à sa faim, c'est d'avoir un rôle dans la société, et c'est d'avoir un endroit où vivre. Et aujourd'hui, 2 de ces besoins, 2 choses qui sont fondamentales, le logement et l'emploi, sont en train de devenir un luxe. Le chômage, si on cherche à comprendre fondamentalement ce que c'est, moi c'est quelque chose qui me choque. Le chômage, c'est des personnes à qui on peut dire dans une société, vous n'avez pas de rôle, on n'a rien à vous faire faire. Et ça, c'est destructeur pour la société. J'ai vu une publicité pour des gens qui faisaient de l'intérim où c'était marqué personne, la formulation était extraordinaire, personne ne mérite de vivre sans emploi. Et j'ai trouvé ça catastrophique. J'aurais vraiment préféré, c'est pas, comment dire, notre place on l'a déjà, c'est ce que disait Boris Vian, j'ai pas gagné ma vie, je l'ai.
Je suis vivant, c'est ça qui est fou. Et quand on dit le chômage est un fléau, alors dans toutes les philosophies millénaires avant, etc., tout le monde sait parfaitement que le temps libre n'est pas un drame, que c'est un luxe immense, qu'il en faut du temps libre. Et que le but d'une société qui en plus connaît des progrès techniques phénoménaux, c'est justement de libérer du temps. Or, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été autant travailliste et autant suicidaire. Il y a un vrai problème de ce côté-là. Et quand je m'étais posé cette question-là aussi, c'est d'ailleurs quasiment comme ça que les ailes bleues sont nées, c'est sur cette question de l'argent. Comment ça se fait que toutes les courbes en Occident montrent la même chose, de moins en moins de riches, de plus en plus riches. Forbes fait encore sa une sur les 200 nouveaux gagnants au loto récents. Sauf on comprend assez rapidement que quand il y a 1 milliardaire de plus, il y a, je dis n'importe quoi comme chiffre, mais 2000, 2 millions, 200 000 personnes de pauvres. Beaucoup, en plus, ça va avec. Que plus il y a de pauvres, plus le temps avance, plus il y a des pauvres et plus ils sont pauvres. Et on s'était demandé comment ça se fait qu'en changeant de politique régulièrement, de gens qui font des lois, etc., d'à droite à gauche, ça ne s'améliore pas. Et ça dure depuis longtemps. Je relisais des critiques du capitalisme du début du siècle, c'est mot pour mot ce qu'on lit actuellement comme critique du système actuel. Alors on se disait, mais quand même, le monde a changé depuis, il y a eu des progrès techniques qui sont censés nous libérer, il y a eu plein de choses, la médecine nous fait vivre plus vieux, donc on devrait avoir plus de temps. Et non, on est quand même obligé de reculer l'âge de la retraite, etc., de toujours plus travailler. Et on s'est aperçu que le problème était dans la nature de la monnaie. Et quand on a mis le doigt là-dessus, on lève un lièvre monstrueux. Parce que toi, t'es plutôt dans ce métier-là, dans la finance, donc je suppose que tu t'es déjà penché là-dessus, tu me coupes si je dis une bêtise. On s'est rendu compte que la création monétaire n'était plus une prérogative de l'État, que c'était une prérogative d'un système privé, le système bancaire en général, et que la monnaie était créée par le crédit. C'est ça. Quand une banque vous prête de l'argent, elle vous casse les pieds pendant des mois, mais l'argent, elle ne l'a pas. Elle le fabrique ex nihilo, à partir de rien. Et chose encore plus forte, ça signifie donc qu'au moment où vous faites votre crédit, dans les finances globales, il y a plus d'argent dû que d'argent existant. Puisqu'elle vient de créer une nouvelle somme, mais qui n'existe pas concrètement, c'est une dette. Et elle n'a absolument pas créé de quoi rembourser la dette et les intérêts. Donc ça signifie que les années suivantes, si vous voulez rembourser votre crédit, il faut plus de gens qui empruntent, qui font de la nouvelle dette, pour que vous puissiez, vous, en leur vendant des choses, rembourser votre crédit et vos intérêts. C'est pour ça que plus vous voulez rembourser la dette, plus vous créez de la dette plus tard, et c'est pour ça que plus ce système s'accélère, plus il faut que les gens se vendent des trucs les uns aux autres, pour que l'argent remonte dans la pyramide et retourne à la banque. Et ça veut dire que plus il faut qu'on vende, plus il faut qu'on produise, plus il faut que les gens consomment, et donc plus il faut de la publicité et un marketing puissant, et donc plus il faut que les gens soient idiots. Quand on tire ce fil, on a une lecture de la société qui est hallucinante. Et on comprend mieux pourquoi notre impuissance politique est programmée. Est-ce que ça c'est clair ? Je suis allé super vite peut-être. Alors je vais, avant de répondre à ça, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui moi m'a paru important de reprendre. Tu dis il n'y a rien dans le temps libre finalement, dans le fait de ne pas avoir d'emploi, il n'y a rien de dramatique. Je pense au contraire, et ce qui s'est passé pour les employés de France Télécom en témoigne, il n'y a rien de plus dramatique dans la vie que de se sentir inutile. Je ne dis pas de l'être, je dis de se sentir. Ce sentiment qu'on n'a pas de rôle. Et cette oisiveté, cette absence d'activité, c'est un drame humain pour beaucoup de Français. L'oisiveté et l'absence d'activité, c'est complètement différent. Alors, absence... oisiveté, par définition, c'est l'absence d'activité. C'est rien faire. Je ne parle pas d'activité rémunérée, mais... Je vais préciser parce que c'est important. Je fais une vraie différence entre le travail, qui est une façon de créer de la valeur, ce que énormément de gens font sans être payés. Les mères de famille ont un travail quotidien qui n'est pas rémunéré. Il y a beaucoup de gens qui écrivent,
qui produisent de la valeur, qui font des poèmes, qui font des articles, énormément de blogueurs, etc., qui produisent de la valeur, qui ne sont pas rémunérés. Il y a des gens qui font de l'entraide, des soutiens de solidarité, etc. Donc, le travail, c'est déjà des choses que les gens font naturellement parce que, comme tu le disais, et je ne peux pas être contre ça, évidemment que c'est logique, l'idée de se sentir utile pour les autres et d'apporter du bien-être et du bonheur aux autres, c'est pour moi l'une des choses les plus merveilleuses qui puissent arriver. Je ne considère pas vivre seul. C'est peut-être très personnel et il y a peut-être des ermites qui m'écoutent en me disant « mais il raconte n'importe quoi ». Mais si je ne me lève pas le matin en pensant qu'aujourd'hui je vais rire, aujourd'hui je vais apporter quelque chose à quelqu'un et quelqu'un va m'apporter quelque chose, m'apprendre quelque chose, je ne parle pas des cadeaux, c'est pas mon idée, mais voilà, apporter de la joie, du réconfort, de l'espoir, une connaissance, peu importe. Ça ne m'intéresse pas de me lever le matin. Et je considère vraiment ça comme une richesse et je considère ça comme un travail dans le sens effort, dans le sens création de valeur. Et à côté de ça, il y a l'emploi. C'est très différent. L'emploi, c'est une espèce de dieu à qui on loue, on doit prêter allégeance. J'ai encore un témoignage il y a la semaine dernière, une amie qui m'expliquait que elle avait un rendez-vous avec son patron et son patron lui demandait un peu comment elle se sentait dans la société. Et elle avait expliqué que elle faisait des heures sup pas payées parce qu'elle se faisait engueuler par la comptable. Et la seule réaction qu'il a eue, lui, c'est de la gronder parce qu'elle ne se sacrifiait pas pour la société comme eux le voulaient. Il y a un tel déséquilibre dans le rapport de force, dans l'emploi, que il faut absolument se débarrasser de ça. Les gens doivent travailler pour eux. Dans une scope, on n'a pas cette notion d'emprisonnement, etc. Je ne sais plus pourquoi on en était là, mais je dis pas que les gens ne doivent pas travailler. Je dis qu'ils doivent se libérer de l'emploi. À ce sujet, je te recommande un livre très intéressant de Pierre-Yves Gomez qui s'appelle L'entreprise dans la démocratie. Et où justement, il explique assez bien, avec Harry Corrine, qui est britannique, il explique assez bien que dans l'entreprise, il y a un choix, ce choix de laisser le risque entrepreneurial, effectivement, à la structure, à l'employeur, pour avoir une certaine sécurité. Et je pense que dans ton opposition entre le travail et l'emploi, il y a un non-sens. Oui, le travail, c'est beaucoup plus large que l'emploi. On fait un travail dans l'emploi, mais on ne peut pas considérer que nous sommes constitués d'une société où chacun peut créer finalement son propre emploi, trouver par lui-même le moyen de se subvenir à ses besoins, on est d'accord, le moyen de créer de la valeur, le moyen d'avoir un rôle, parce qu'on est dans une société, et dans une société, on a aussi le rôle et l'utilité qu'on nous octroie, qu'on nous laisse occuper. Aujourd'hui, quand on dit à des personnes dont la formation est, prenons des exemples, la métallurgie, ou bien un exemple au hasard, la métallurgie actuellement. Voilà, ou bien la confection de tissus. On leur dit finalement vous coûtez trop cher et puisque vous coûtez ce prix-là, vous ne nous êtes plus utile. Ce qui n'est pas vrai dans le cas de et donc on ne veut plus de vous. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que on parlait de la façon dont la monnaie était créée. Si on ne récupère pas, évidemment que dans une société actuelle, on est contraint, mais tu parlais d'esclavagisme, par définition, c'est l'outil animé, on ne lui demande pas son avis à l'outil animé. Si tu récupères la création monétaire et que tu proposes aux gens le salaire, le revenu universel, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oui. Tu as déjà entendu parler de revenu universel, voilà. Ça, c'est une façon de libérer de l'emploi, et comme tu le disais, les gens ont horreur de l'oisiveté, ils n'en veulent pas. Alors là-dessus, tu parles de dette. Je pense qu'en France, c'est bien le moment d'en parler. Ça fait 30 ans que c'est le moment d'en parler. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire que même avec l'idée de reprendre la création monétaire, qu'est-ce qu'on crée ? La monnaie, c'est juste un outil, un ustensile qui sert aux échanges. On échange une richesse qu'on a en matériel, en compétences. Le fait d'avoir des médecins capables, formés pour nous soigner, c'est une richesse du pays. On échange un ustensile qui permet d'avoir accès à toutes ces richesses du pays. Et le pays, dans son ensemble, le peuple, dans son ensemble, doit s'organiser pour créer
la richesse avec laquelle il vit. On est dans une société d'endettement parce qu'on est dans une société qui ne crée plus suffisamment de richesse pour elle-même. Et créer de la richesse, quand je parle de créer de la richesse, je ne parle pas d'argent. Je reprends l'exemple que je viens de citer. C'est aussi, quand on forme un médecin, on crée de la richesse. Quand on forme un philosophe, on crée de la richesse, on crée des idées. On a une monnaie qui n'est pas positive, on a une monnaie qui est basée sur la dette, donc toute la richesse qu'on crée, elle part dans le remboursement des dettes. La création monétaire par l'emprunt, tu cites cette création, mais tu ne cites pas la destruction monétaire. Quand tu rembourses ton emprunt avec un taux d'intérêt, pourquoi est-ce qu'il y a un taux d'intérêt ? Pour rémunérer les banques. Non, il y a un taux d'intérêt que les banques elles-mêmes, quand elles empruntent, elles ont un taux d'intérêt qui représente la destruction monétaire qui va venir équilibrer la création pour maintenir ce qu'on appelle l'inflation, l'augmentation de la masse de monnaie, pour qu'elle soit lente. Parce que si la masse monétaire augmente trop vite, et c'est ce qui se passait quand l'État avait les planches à billets sous la main, il créait de la monnaie, ça créait de l'hyperinflation. Et l'hyperinflation, c'est quoi ? C'est que les 10 € que vous avez en poche, demain, ils valent moins qu'aujourd'hui. Et l'idée de dire on va vivre comme des rois parce qu'on va faire tourner la planche à billets, c'est l'idée de dire on va acheter notre baguette de pain 10 francs et on sera plus heureux. C'est un mensonge, je suis désolé mais ça m'écœure parce que je vous invite vraiment à retrouver les courbes de ça et de quand l'État créait de la monnaie, il y avait une augmentation de la masse monétaire qui était autour de 6-7% et qu'actuellement depuis le système de création monétaire privée on est à 13, on est à 14, on est à 15%. C'est absolument faux, faut pas laisser les gens dire ça, quoi. Faut pas laisser croire que le gouvernement qui serait amendé et contrôlé par le peuple serait forcément mauvais et que la banque est bien meilleure que le peuple, c'est complètement l'inverse. Leur avidité est flagrante tous les jours. Alors là, tu prends un raccourci que j'ai du mal à comprendre. En quoi dire que faire tourner la planche à billets, c'est une mauvaise idée, c'est dire qu'un gouvernement amendé par le peuple serait foncièrement mauvais. Pour moi, c'est pas lié. Parce que pour toi, un gouvernement amendé par le peuple va forcément faire de l'inflation. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire en disant que si on récupère la monnaie, on va se prendre pour des rois et on va faire tourner la planche à billets. C'est complètement faux. C'est parce qu'on leur a donné que la planche à billets tourne vachement plus. Non, c'est toi qui proposais de reprendre l'outil de création monétaire pour en faire un instrument pour s'enrichir. Non, pas pour s'enrichir, j'ai pas dit ça. Le fonctionnement européen et tout l'intérêt de la Banque centrale, c'est qu'on a un organisme indépendant. Et quand on dit, et tu forçais le trait en disant qu'on a confié à des banques la création monétaire, non. Elles l'ont prise. Non, c'est... Dans l'absolu, c'est la Banque centrale européenne qui est le prêteur en dernier recours des banques, qui décide de taux d'intérêt auquel elle va financer en dernier recours, qui va s'assurer que la création monétaire reste limitée, et une création monétaire qui est plus rapide que la création des richesses sur laquelle elle s'appuie, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Et aujourd'hui, l'inflation, elle est faible. Pour reprendre, on est encore dans le problème des juges et des partis. Ceux qui font les règles du pouvoir bancaire, y compris pour la Banque centrale européenne, c'est une institution qui s'appelle le Comité de Bâle, dans lequel ne siège aucun citoyen européen, ni aucun homme politique européen, il n'y a que des banquiers. Il n'y a que des responsables du système bancaire, et c'est eux qui fixent les règles des banques centrales qui étaient au départ indépendantes du gouvernement, c'est-à-dire privées à leur création. La Banque d'Angleterre n'a jamais été une institution privée, la Banque de France ne l'était pas au début, elle l'a été après, elle est repartie, etc. Encore une fois, il n'y a pas une virgule qui est changée entre ce que la commission de Bâle propose, donc les règles du système bancaire européen, et ce qui est signé par nos parlements, alors qu'on est censé, encore une fois, avoir des parlementaires qui réfléchissent par eux-mêmes, qui consultent le peuple, etc. Un autre point, au niveau européen, on a le MES, c'est l'organe dont tu parlais, c'est ça ? Ou pas ? Rappelle-moi le... C'est l'organe qui est censé garantir les dettes de certains pays par d'autres pays, etc. Oui, mais ça c'est la nouvelle structure. Mais non, moi je parle tout simplement de la Banque Centrale Européenne, la BCE. D'accord, donc basée sur les mêmes lois que de la Commission de Bâle. Depuis peu, on a un organe qui est au-dessus de l'Europe et au-dessus des finances européennes. Les gars ont l'immunité juridique aussi, hein, évidemment. Je veux dire, c'est dans le package, ils auraient tort de dire non. Ils ne sont pas élus. Déjà, on peut critiquer l'élection comme on l'a vu depuis le début de cette émission, mais eux, ils ne sont même pas élus. Ils ne sont pas tirés au sort non plus, ils sont nommés. Et c'est eux qui décident de combien prendre à chaque État pour financer cette création monétaire qui se mord la queue et qui génère de toujours plus de dettes.
Et il y a même des amendes. Les pays peuvent avoir des amendes s'ils ne payent pas assez vite et pas la bonne somme. Quand on voit tout ça, quand on sait que c'est un puits sans fond qu'on essaye de remplir avec notre... Parce que l'argent n'a qu'une seule valeur, c'est notre travail, on est d'accord. À aucun moment, quand l'argent, les 10 € que vous avez en poche par exemple, ou 5, de plus en plus ça va venir, ces 5 € de valeur, ça n'a de valeur que le temps que vous passez à produire en travaillant les 5 €. C'est quelqu'un qui vous apporte, quand un investisseur arrive avec des titres, par exemple, et qui dit « moi j'ai 2 millions de titres, je veux être considéré comme le roi et vous me faites un tapis rouge », ce mec-là est une arnaque. Il possède de la capacité de travail des futurs employés qu'il est en train d'acheter pour donner de la valeur à ces titres. Si les gens ne travaillent pas, ces titres ne valent rien. Quand on voit tout ça, et on voit la fausse alternance politique, etc., à quel moment voulez-vous que les gens entendent les discours politiques sans s'énerver? À quel moment, quand j'entends Pujadas qui dit je sais plus comment il s'appelle, un responsable d'un syndicat, c'était pas Mittal, c'était, je me souviens plus, ça a fait un clash à la télévision, tout le monde a vu ces images-là, il disait mais en tant que responsable syndical, vous pourriez quand même appeler au calme. je suis étonné que le journal de Pujadas existe encore, quoi. Heureusement, on a la liberté d'expression. Oui, mais après, il y a la liberté d'expression et il y a la liberté de mentir aussi. Moi, quand quelqu'un me ment... Là, c'est plus la liberté de dire une bêtise. Ouais, une énorme bêtise. Mais c'est souvent répété. Pascal Clark redisait exactement les mêmes choses. Oui, il n'y a pas si longtemps, Gérard Collomb appelait les syndicats à limiter l'absentéisme dans le service public. Non, mais moi, j'ai souvent des appels d'énervés, j'arrive plus à les calmer. Oui, mais dans ce que tu dis, oui, tu soulignes le manque de démocratie des institutions européennes. Notre parti se bat pour ça. On considère il ne faut pas croire que l'Europe, dans son fonctionnement, est une mauvaise chose, que c'est une machine à confisquer le pouvoir. L'Europe a déjà été construite comme une machine à garantir la paix. Et jusqu'ici, ça a plutôt bien marché. Ça s'appelle la Pax Romana. Non, ça s'appelle la paix européenne, ça s'appelle la communauté de l'acier et du charbon, parce qu'à un moment on a dit puisque ces ressources-là nous permettent de nous faire la guerre, on va les mettre en commun et ça va éviter qu'on s'affronte les uns les autres. Aujourd'hui on est dans un système économique où l'argent permet de faire la guerre, où on se fait une guerre économique, et l'Europe, dans ses efforts de paix, a décidé que cette création monétaire qui poussait aussi les spéculateurs à jouer contre les pays européens, les uns contre les autres, toutes ces ressources, on allait aussi les mettre ensemble pour garantir que nous avançons dans le même sens et pas les uns contre les autres. Et ça, c'est une bonne chose. Sauf que dans les faits... Par contre, le besoin de démocratiser ces institutions, le besoin d'avoir un vrai pouvoir européen élu, le besoin d'avoir une politique budgétaire européenne qui soit liée à cette politique monétaire, c'est-à-dire non pas de limiter l'Europe à une machine à limiter l'inflation, mais aussi de lui donner des clés avec des personnes démocratiquement élues, des personnes que les Européens choisissent. Démocratiquement élues, ça... J'y arrive toujours pas. Je le dis quand même, des personnes démocratiquement élues, et sous le contrôle du peuple, bien sûr, gèrent ces institutions et fassent avancer l'Europe plus loin. Mais l'Europe est une bonne chose. Et les institutions européennes sont une bonne chose. Et les institutions financières qui ont été mises en place pour ne pas abandonner les Grecs à la faillite, c'est une bonne chose. L'hyper-austérité qu'on a exigée en échange, c'est une mauvaise chose. Là-dessus, on est d'accord. Mais le fait de dire on va mutualiser nos ressources pour éviter qu'une partie des peuples européens se retrouvent dans la misère et sans ressources, c'est une bonne chose. Il y a autre chose que je ne comprends pas, c'est qu'on a un système monétaire qui est basé pas sur une monnaie positive qui serait indexée sur les infrastructures, par exemple. Si on veut une monnaie stable, pourquoi est-ce qu'on n'indexe pas les monnaies sur les infrastructures? Sans arrêt, on construit, mais ça construit lentement. On aurait donc une monnaie qui grandit de valeur, etc. Enfin, il y a des idées comme ça. On sait qu'actuellement, on a une dette circulante dans les mains. Quand on échange des euros, on échange une dette circulante. On sait que c'est basé mathématiquement sur une chaîne de Ponzi. Je vous invite à aller voir ce que c'est. C'est une arnaque pyramidale
Dans la loi, il est clairement écrit la chaîne de Ponzi est un montage financier frauduleux et illégal. C'est noir sur blanc dans les textes de loi. Il y a des associations, des groupes comme l'Audit citoyen de la dette qui existent et qui demandent simplement à ce que la justice fasse son travail. Ils ne demandent pas à ce qu'on écrase tout. On est très loin des révolutionnaires avec le couteau dans les dents, quoi. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas fait ? Pour la Grèce, par exemple, on leur a vendu une politique d'austérité. On est d'accord là-dessus, c'est une catastrophe. Mais une politique de croissance, ça aurait été tout autant une catastrophe. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commencé par simplement se dire, mais attendez, les gars, vous nous demandez 10 milliards, 100 milliards, peu importe, mais si on suit les textes de loi et qu'on regarde un peu comment ça a été fait, évidemment qu'il y a des petits épargnants, que eux ils y sont pour rien et que ce serait dommage qu'ils perdent l'argent, et c'est pas le but de mon propos. Mais il y a une partie de la dette qui est frauduleuse, tout le monde le sait, c'est marqué partout. Si déjà la justice fait son travail, les Grecs, ils ont quoi ? 50% de la dette en moins ? 60% ? Au lieu de ça, on les écrase encore plus, on leur dit non, même ce qui est basé sur une arnaque, vous allez devoir le rembourser, et c'est pareil au Portugal, en Espagne, en Italie, etc. On veut pas aider les Grecs. Je peux pas entendre l'Europe dire on est allé sauver les Grecs. Je pense que n'importe Grec qui entend ça, il va mettre le couteau entre les dents. Alors... je pense pas que l'Europe, on peut pas dire on est allé sauver les Grecs. Ah, ça, j'ai entendu. On n'a pas abandonné les Grecs non plus, mais l'Europe a surtout cherché à se protéger elle-même. Là-dessus, on est d'accord. On sait très bien qu'il y aurait eu contagion. S'il y avait doute sur la capacité des Européens à payer leurs dettes, ça aurait généré des doutes. Pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas fait des prêts plus bas en taux d'intérêt, tout comme elle a été capable pour sauver les banques de leur prêter à 0%. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avec la Grèce ? Oui, c'est une vraie question, c'est un vrai problème. Et tu posais la question du pourquoi. J'ai envie de te répondre par une boutade, parce que nos citoyens ne sont pas assez nombreux à venir militer, à voter pour le MoDem. Moi, je pense que c'est une très bonne conclusion, car il est 21h04 et c'est donc la fin de l'émission. Une dernière chose à rajouter ? Brièvement, rapidement. Très brièvement, ça faisait des années que je n'avais pas fait de la radio et ça me fait trop plaisir. Merci Boran. C'est nous qui vous remercions. Et puis, mot de conclusion, aux auditeurs, militez, n'arrêtez pas. Pensez par vous-même. Nous vous remercions. Deux très beaux messages. Nous remercions donc Thomas Delpech, président des Jeunes Démocrates, et Adrien Ferraud, écrivain et président de l'association Les Ailes Bleues. Merci à vous, merci auditrices, merci auditeurs. Et bonne soirée, à dans 2 semaines.